Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour aborder notre premier sujet, la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier électoral global. Pour en parler, donc, un calendrier qui suscite déjà maintes réactions. Pour en parler, nous avons sur ce plateau notre permanent à la Commission électorale nationale indépendante, Richard Chako, qui est là. Donc, c'est lui notre point focal pour parler comme tout le monde. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Jacques Blouba. Bonsoir, Stella Abaya. Bonsoir, Richard. Alors, monsieur Richard Chako, vous avez été là hier lors de la publication du calendrier et vous avez vécu l'ambiance un peu extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous avez constaté de particulier après cette publication? Oui, la journée d'hier était donc une journée historique, non seulement pour la CENI, mais pour notre pays, la RDC. Vous savez que le pays est engagé dans les processus électoraux. Alors, il y a des voix qui se sont levées pour réclamer le calendrier électoral global. C'est ce que la CENI a fait hier. Le premier calendrier que la CENI avait publié au mois de mai de l'année passée, en 2014, c'était un calendrier partiel qui ne concernait que les élections locales. Alors pour les élections provinciales, des gouverneurs, les élections législatives et présidentielles, la CENI avait donné des préalables. Il y avait des préalables au Parlement, que le Parlement devait se prononcer, surtout sur, dans sa feuille de route, il y avait les hypothèses, deux hypothèses. Il y a une hypothèse qui demandait que les élections des députés provinciaux se déroulent au scrutin indirect, contrairement à la Constitution, bien sûr, mais si cette hypothèse est acceptée au niveau du Parlement, les élections présidentielles vont se tenir dans les délais constitutionnels. Mais si c'est dans l'hypothèse selon laquelle c'est les élections des députés provinciaux se déroulent dans les scrutins, c'est au suffrage universel direct, comme le dit la Constitution, évidemment avec la programmation de la CENI, il y aura un petit, si je peux dire, entre guillemets, pour emprunter le terme des politiciens, un glissement. Voilà. On aurait le cycle électoral va s'arrêter en 2017. Heureusement, au niveau du Parlement, quand le gouvernement a proposé, après le projet de loi électorale, on n'a pas tenu compte de ces hypothèses, c'est-à-dire les élections des députés provinciaux vont se dérouler, comme le dit la Constitution, des scrutins directs. Et voilà donc ce qui a fait que tous les préalables étant donc balayés, la CENI était obligée de publier les calendriers global. Et c'était même aussi le vœu de la communauté nationale qui met la main à la poche pour contribuer à notre processus électoral, qui disait que nous, avant que nous intervenions, même sur le plan logistique et financier, vous devez publier les calendriers global. C'est ce que la CENI a donc fait hier. Donc c'était donc une journée historique. D'ailleurs, au sortir... Justement, au sortir, qu'est-ce que vous avez constaté? Il y avait quand même beaucoup d'acteurs de la société civile. Beaucoup d'acteurs de la société civile, surtout la société civile, et vraiment, à part les politiques, la majorité de l'opposition, qui vont s'affronter, même si la société civile aussi a des candidats, peut poser des candidats, mais la société civile était là dans la salle. Au sortir, la société civile n'a pas tardé pour réagir, pour se prononcer sur ce calendrier global. Alors, de manière globale, comment avait-elle réagi la société civile hier? La société civile, de manière globale, si vous voulez dire, était très satisfaite de la publication de ce calendrier. C'est ce que la société civile attendait. La société civile a dit que par rapport à certaines contraintes que la CENI avait évoquées, avait aussi à dire, mais au niveau de chaque, comme la société civile est plurielle, au niveau de chaque plateforme de la société civile, ils vont se concerter pour donner une position claire à chaque les positions qui équivaut à chaque composant de la société civile. Alors vous avez continué, aujourd'hui vous avez été sur terrain pour récolter quand même des réactions et je crois Stella a une question. Tout justement, vous nous avez parlé de la réaction, n'est-ce pas, de la société civile, mais qu'en est-il alors de celle de l'opposition? Oui, dans mon travail de journaliste, je suis allé auprès de l'opposition politique. Je ne suis pas opposant, mais c'est mon travail. J'ai rencontré des acteurs de l'opposition politique. Ce qu'on peut retenir de leurs déclarations ou leur prise de position, l'opposition politique a d'abord dit qu'elle prend acte de la publication du calendrier global par la CENI. Une publication, malheureusement, selon l'opposition politique, qui intervient tard, après qu'il y ait eu des cas, qu'il y ait des morts, parce que dans les revendications, dans les mémos de l'opposition politique,
parmi les revendications, c'était demander à la CENI de publier un calendrier électoral global. Mais la CENI le fait, vous savez, les jours malheureux que la capitale a connus, même dans certaines parties du pays, c'était donc des casses, il y avait des morts même. L'opposition politique a regretté que la CENI, comme si la CENI n'attendait qu'il y ait des morts pour publier ces calendriers globaux. Ça engage que l'opposition politique, mais comme je l'ai dit, l'opposition politique a pris acte. Mais l'opposition politique dit elle demeure vigilante et prudente, surtout par rapport aux contraintes que les rapporteurs de la CENI a lues hier. Des contraintes, s'il faut analyser une par une, c'est comme si la CENI n'est pas sûre que les élections vont se tenir dans les délais. Tout justement, pourquoi l'opposition doit rester aussi vigilante que ça? Bon, vous avez suivi les rapporteurs de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, quand il a parlé des contraintes. C'est-à-dire, il a dit, nous, la CENI, nous avons joué notre partition. C'est comme dans les ménages, un papa qui veut, les enfants veulent manger, il dit, vous allez manger quoi? La maman fait des prévisions. Nous allons manger ceci. La maman dit au consulat. Il reste qu'à papa de mettre la main en poche pour que la maman aille au marché et préparer la nourriture. C'est ça que je peux caricaturer comme les calendriers de la CENI. La CENI a joué sa partition. Mais il faudrait d'abord la question d'argent, mobiliser l'argent. Vous savez, les partenaires extérieurs, nous avons suivi ici Russ Feingold, qui est l'envoyé spécial de Barack Obama, qui a dit que la question d'argent ne doit pas être un prétexte pour ne pas tenir les élections dans les délais. Il a même annoncé que les Américains... Est-ce que c'est une parole d'évangile, cette déclaration? C'est un diplomate. Doit-elle faire l'unanimité? C'est un diplomate. Où on a besoin d'argent pour organiser les élections? C'est un diplomate. Il a promis 20 millions de dollars américains pour... C'est suffisant par rapport à 1 milliard? C'est pas suffisant. Le besoin est d'1 milliard en termes financiers? C'est pas suffisant, mais la RDC a beaucoup de partenaires. Il y a l'Union européenne là. Mais d'abord, Jacques, moi je voudrais souligner que ce sont les élections des Congolais. Justement, raison pour laquelle Feingold ne peut pas venir, à mon sens, tout à fait. Ne peut pas se permettre certaines déclarations auprès d'un État souverain, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème des budgets, qu'on ne voudrait pas que le gouvernement ne puisse pas mobiliser l'argent qui est peut-être qu'on ne respecte pas. Il y a un problème des textes que les parlements doivent voter. Alors Richard Chakor, on va poursuivre. Selon vous, les contraintes telles qu'évoquées par la Commission électorale nationale indépendante, sont-elles fondées ou pas? Les contraintes sont fondées. La CENI a fait son travail, mais il attend que tout le monde mette la main dans la pâte pour que les élections se tiennent, les calendriers soient respectés. Si par exemple les questions de texte, si la question d'argent, si la question sur le plan logistique ne suivent pas, Jacques, rassurez-vous que nous irons, ces calendriers ne sera pas respecté. Nous risquons d'aller même au-delà. Mais ce n'est pas les souhaits des Congolais. C'est-à-dire que tout le monde, comme l'a demandé hier la CENI, que tout le monde qui est impliqué dans ces processus mette la main à la pâte pour que nous ayons les élections, les cycles électoraux qui va commencer bientôt là, avec les élections des députés provinciaux, des chefs des secteurs, des conseillers, jusqu'à l'élection présidentielle au 27 novembre 2016. Voilà, merci beaucoup Richard Chakor. Nous avons eu les points de vue, donc la réaction de la société civile par rapport à cette question d'actualité, la réaction de l'opposition politique. Maintenant, nous allons recevoir, après vous sûrement, un acteur de la majorité qui peut-être aura un autre son de cloche. Merci d'avoir participé à cette tranche. Merci beaucoup Jacques, merci vous retrouver prochainement. Et merci aux Mesdames, messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit sur ce plateau. Et nous allons poursuivre 2 heures de news, mesdames et messieurs, sur ce plateau pour parler également, donc, et surtout du calendrier électoral tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante. Nous recevons sur ce plateau, avant d'aborder, bien sûr, un autre sujet avec lui, d'abord de cette question d'actualité. Nous avons sur ce plateau Cherubin Okende, qui est le président du FSIR, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Nous le recevons ici en sa qualité de communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur Cherubin. Bonsoir, cher ami. Alors, vous avez suivi, tout le monde a réagi, l'opposition politique, la société civile, quant à la publication du calendrier global par la CENI. Et vous, à votre tour, que dites-vous? Que pensez-vous de ce calendrier? Nous ne faisons que nous en féliciter parce que c'est une preuve
supplémentaire dans la volonté du peuple congolais de construire sereinement sa démocratie. Et c'est des avancées donc significatives dans cette marche vers une véritable démocratie dans notre pays. Et cela, tant que ça restera souhaité par le peuple congolais, nous n'avons qu'à applaudir. Voilà, une avancée qui intervient quand même après que le sang est écoulé, le 19 et le 20 février, c'est pas... eh bien, janvier plutôt, allais-je dire, c'est pas... Non, il faut situer les choses dans leur contexte. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie qui fait son travail. Et déjà pour nous, qui est des perspectives de publication de calendrier, c'est pas une surprise, parce qu'au fait, en tant que des partis politiques responsables, nous nous sommes inscrits dans le cadre de concertation permanente que la CENI a pu mettre sur pied et qui pourrait amener toute la classe politique qui doit être faiseuse de ces élections, à participer dans ce travail délicat d'accompagnement de notre processus. Bon, vous conviendrez avec nous que ça ne pourra étonner que de partis qui, de manière irresponsable, ont joué la politique de la chaise vide, ne veulent pas amener leur contribution pour préméditer la contestation et toujours aussi participer à l'intoxication. Donc moi, je crois que c'est pas tant cela. Si vous faites allusion aux événements malheureux de la fois passée, ce n'est que dans cette perspective de la construction de notre démocratie. Parce qu'au fait, c'est pas la CENI qui vote les lois. Et il y avait des propositions d'amélioration du processus électoral compte tenu des leçons tirées lors des échéances passées. La classe politique tout entière, opposition et majorité confondues, avait formulé certaines remarques pertinentes qui devraient nous amener à améliorer notre processus électoral. Et cela sans oublier la société civile dans laquelle se retrouvent également les confessions religieuses. Et c'est faisant œuvre utile par rapport à ce contexte que la CENI, qui ne légifère pas, devrait saisir ceux qui ont cette prérogative. Et finalement, bon, nous en connaissons l'issue. Alors quand même, ce calendrier, on l'a parcouru, il est trop serré. Est-ce que c'est pas une patate chaude que la CENI met à la disposition de la classe politique ou du gouvernement? Toujours des procès d'intention pour que nous arrivions à une certaine polémique insidieuse. Non. Il n'y a pas de polémique, mais constatons que c'est vraiment trop serré à la limite. Jacques, c'est ce que Même le pays à vieille démocratie n'en font pas autant. Trop serré. Nous ne voulons pas chercher une chose et son contraire à la fois. Lorsque la CENI, se basant sur les contraintes de l'annualité budgétaire, avait présenté un calendrier qui devrait plancher les échéances de 2015, on a prêté des intentions à la CENI. D'ailleurs, dans cette CENI, il faut toujours rappeler qu'il y a des acteurs de l'opposition là-dedans. Donc cette politique de l'autruche, moi je pense qu'elle n'honore pas la classe politique congolaise. Et puisque nous-mêmes, nous avons encore exigé qu'il y ait un calendrier global, bon, ne voyons pas le petit lapin là où il n'existe pas. C'est à nous maintenant d'assumer. Pour éviter qu'il y ait encore des rébuffades dans l'avenir, moi j'en appellerai à la conscience de responsabilité de toute la classe politique, particulièrement de nos amis de l'opposition. Et on ne doit pas non plus rechigner sur le moyen. Ceux qui passent matin, midi, soir dans les chancelleries en train de donner des rapports séditieux contre leur pays, qu'ils aillent sensibiliser cela pour soutenir le processus électoral. Parce qu'au fait, dans la suite des opérations, vous avez suivi des contraintes devant lesquelles la CENI se trouve. Et je pense que c'est tout à fait responsable pour la CENI d'alerter la classe politique actuellement. Et s'il doit y avoir un dialogue autour du processus pour qu'il soit apaisé, je pense que la politique de la chaise vide ne va pas disculper une opposition toujours, disons, à l'affût de petits faits pour les extrapoler. Vous parlez du dialogue par rapport au processus. Le dialogue, ça sera peut-être pour... en cas d'éventuel glissement, qu'on puisse légitimer le glissement par rapport au dialogue. Par rapport à l'organisation des élections, la CENI a eu l'intelligence de proposer un cadre permanent de concertation. Mon parti, le Front social des indépendants républicains, y est représenté par 2 délégués. Et je pense que ceux qui tardent, qui traînent encore les pieds à cause de certaines stratégies pernicieuses sur le plan politique, ils ont à revenir là-dedans. Et s'il doit y avoir un dialogue
par rapport à des élections et ces exigences de transparence et d'apaisement, je crois que tous les compatriotes, surtout ceux de l'opposition que nous connaissons comme des contestataires congénitaux, je crois qu'ils ont tout intérêt pour le moment, pour que nous n'ayons pas d'autres prétextes plus tard. Pourquoi je le dis? Par rapport à ces contraintes-là, nous nous sommes tous inscrits derrière le peuple congolais de respecter la Constitution et les délais constitutionnels. Alors, les contraintes doivent nous emmener à des délais raisonnables, faisables. Et si tout le monde y est impliqué, la responsabilité de tout le monde sera donc engagée. À ce moment-là, il n'y aura pas de procès d'intention. Et ce que vous appelez, parce que le lexique politique congolais s'enrichit tout le jour, le glissement, nous glissions quand nous jouions encore au football ou au tennis. Nous glissons aussi, nous pouvons glisser politiquement avec les enjeux de l'heure. C'est ce que je dis. Autant... Notre lexique politique est en train de s'enrichir vraiment davantage. Que d'innovation, que de réalité politique que nous découvrons. Alors Chéribin Okende, pour les 7 scrutins prévus, il faudrait plus d'1 milliard de dollars. D'où viendra cet argent? Mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Premièrement, nous devons aussi interpeller la responsabilité de notre gouvernement. Parce que ces élections sont congolaises, notre gouvernement a sa part de responsabilité. Par rapport évidemment à nos moyens. Et là, j'essaie aussi d'interpeller toute la classe politique, parce qu'au fait, le gouvernement gère les institutions. Donc, c'est l'exécutif du pays qui gère le quotidien de notre vie nationale. Dans ce quotidien, il n'y a pas que des élections, il y a d'autres contraintes qui nous amènent à la stabilité, à la sécurisation de notre pays. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un autre frein devant nous. Les rébuffades de la MONUSCO par rapport à l'évacuation des FDLR. On en arrive. Ça va nécessairement s'alourdir sur le budget de l'État. Voilà, congolais. puisque vous en parlez justement. C'est pour cela que je voudrais terminer la parenthèse pour répondre à l'explication, enfin à la question de madame. Tous nos partenaires de bonne foi ne doivent plus continuer à verser dans le chantage pour le chantage. Aujourd'hui, s'ils ont véritablement du respect pour le peuple congolais, ils ont à mettre la main dans la poche pour soutenir sincèrement le peuple congolais dans ce virage démocratique souhaité par toute la nation congolaise. Alors, vous en avez déjà parlé, M. Chéribin Okende, vous avez parlé donc du refus, si je peux parler en ces termes, de la MONUSCO dans les opérations menées contre le FDLR, donc le non-soutien de la MONUSCO. Comment vous jugez-vous cette prise de position? Ce qui me dérange personnellement dans cette démarche-là, c'est l'image qu'on l'on veut donner, que ça serait une aide au peuple congolais ou à la République démocratique du Congo. Non, c'est d'abord une responsabilité. Rappelez-vous qu'en 1994, lorsque ces troupes rwandaises, les populations rwandaises s'étaient déversées dans notre pays, c'était sans le consentement du gouvernement congolais, en son temps dirigé par Léon Kengo Adondo. C'est le Conseil de sécurité qui a imposé cette invasion de notre territoire. Une petite ville comme Goma, avec à peine à l'époque 120 000 habitants, devrait ouvrir ses frontières, ses portes, ses infrastructures à plus d'1 million. 200 000 Rwandais qui devraient venir chez nous. Une ville comme Bukavu, avec à peu près 150 ou 200 000 habitants à l'époque, devrait accueillir plus de 800 000 Rwandais qui devraient venir chez nous, sur injonction de la communauté internationale. Et dans l'entretemps, ça fait environ 21 années que les Congolais, nous subissons des exactions de mort, de pillages. Nos populations sont en train de souffrir là, sous l'œil complaisant de la même communauté internationale. Et lorsqu'il faut prendre des responsabilités, nous constatons qu'il y a des prétextes qu'on brandit toujours. Et c'est là que, franchement, j'ai beaucoup de considération pour Martin Kobler. Mais ça, c'est un sentiment personnel. Je suis déçu. Parce que la réalité dans tout cela, nous lisons la presse internationale, nous savons qu'aujourd'hui, entre les Tanzaniens et le Rwandais, d'ailleurs le ministre rwandais de la Défense a vilipendé le gouvernement tanzanien, prétendant que les FDLR passeraient du côté de la Tanzanie, même leurs transactions financières passeraient de ce côté-là. Et pourtant, les Tanzaniens sont aussi
dans la force internationale d'intervention de la MONUSCO. Une grande partie. Nous savons également que les relations entre l'Afrique du Sud et le Rwanda ne sont plus au beau fixe à cause des assassinats organisés, orchestrés et planifiés, exécutés au niveau de l'Afrique du Sud. Ça assombrit les relations entre les deux pays. Voulez-vous en venir justement? Je voudrais en venir que quelque part, lorsque on mène une analyse perspicace de la problématique, Martin Kobler aujourd'hui n'a pas de troupes réelles. Parce que s'il y a des réticences de Tanzaniens, s'il y a des réticences de Sud-Africains, bon, il ne restera que des forces du Malawi, qui, franchement, n'ont pas autant de moyens, autant de capacités, malgré leur bonne volonté. Or, c'est financé comment? Ce sont les pays qui pourvoient aux moyens de troupes et consorts, voilà, qui amènent aussi la logistique. Revenons un peu à la raison évoquée par la MONUSCO avec Stella. Alors, Chérubin, aucun de la hiérarchie des Nations Unies, n'est-ce pas, exige le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi elle a mis à l'écart 2 des généraux des FARDC placés dans le commandement des opérations contre les FDLR, pensez-vous? La nature même des opérations, madame, c'est pas une guerre pour la violation des droits de l'homme. La nature, c'est le désarmement forcé parce que les FDLR ont refusé de se désarmer. La nature, c'est aussi le rapatriement de tous les Rwandais chez eux ou dans une autre terre d'asile. C'est aussi la protection des dépendants congolais qui, toutes ces années, ont vécu avec ces Rwandais-là sur notre territoire. C'est ça la nature. Et finalement, lorsqu'on prétexte la violation des droits de l'homme qu'on impute à 2 officiers congolais. Et bien sûr, nous ne pouvons pas défendre la violation des droits de l'homme. Nous sommes quand même un pays démocratique. Nous avons souscrit au respect des droits de l'homme. Dans les procédures, Jacques Moulouba, je peux venir chez le patron de RTGA, lui dire que non, c'est un cadre indélicat chez vous, il faut le mettre dehors. Non, il doit y avoir la présomption d'innocence. Encore que je dois étayer mes arguments en démontrant à celui qui peut prendre de résolutions sur vous que non, voilà les faits avérés. Et si on constate que dans l'enquête, vous constituerez une obstruction, à ce moment-là, on peut même vous suspendre pour vous mettre hors d'état de nuire à la procédure normale. Mais si, comme l'histoire avec Scott Campbell, vous avez oublié cela. Lorsque nous, Kinshasa, nous étions dans une terreur urbaine que vous ne savez pas décrire à cause de Kuluna, les forces de l'ordre ont mené une campagne contre cela pour nous amener à la quiétude. Mais c'est encore une autre structure dépendant des mêmes manipulateurs, dont Scott Campbell, qui commencera à réclamer. Alors, quelles leçons? Orbi, oui. Qu'on puisse suspendre le général. Alors, en évoquant quelle était insidieusement l'idée derrière la tête que Kinshasa bascule encore dans la violence? Aujourd'hui, la leçon à tirer, c'est que si la MONUSCO est honnête, parce que j'ai suivi, je crois, le porte-parole du gouvernement, on demande ces preuves-là, on demande les éléments qui pourront étayer les investigations de la partie congolaise. Et c'est ça, respecter le partenaire. Et vous voyez que nous commençons à être dans une fausse polémique où ils veulent par orgueil faire du chantage et montrer peut-être à l'opinion nationale qu'ils ont des injonctions à donner au gouvernement congolais. Et ça serait franchement pour nous tous, et de l'opposition et de la majorité, notre peuple, un déni de notre souveraineté que d'accepter des choses comme ça. Des partenaires qui nous respectent, qui respectent notre pays, qui respectent notre peuple, s'il y a des allégations avérées, ils ont à les exhiber auprès de nos autorités et il y aura des enquêtes. Ce n'est pas à cause de 2 individus. Mais si vous faites contre mes enfants une campagne insidieuse, indélicate, ben, je dois aussi protéger mes enfants. Sinon, il y aura une rupture de confiance. Au finish, vous pensez qu'il faut requalifier, n'est-ce pas, recadrer les relations entre la RDC et la MONUSCO? Bon, ça a toujours été une préoccupation du peuple congolais. Mais là où je ne les suis pas, dans l'entretemps, on a annoncé le retrait progressif. Vous savez également que en n'intervenant pas pour répondre à la responsabilité de la communauté internationale par rapport à tout ce qui s'est commis à l'est de notre pays à cause de cette présence non désirée des FDLR et autres Rwandais chez nous, je crois que nous devons tous amener ces forces-là de pouvoir intervenir. C'est leur responsabilité. Et ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que la stabilisation pour laquelle la MONUSCO est commise chez nous ne se fasse pas
Et demain que nous arrivions à d'autres prétextes pour justifier encore une présence prolongée. Je ne trouve pas cela pertinent. Alors, on va continuer, monsieur Okende. Je vous pose une question avec des exemples à l'appui. Feingold arrive, pas question de prétexter le report des élections en évoquant les raisons financières ou budgétaires. La MONUSCO, nous ne participons pas à la traque des FDLR puisque vous y avez mis 2 généraux qui ont des problèmes des droits de l'homme. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que nous sommes un sous-État, un État dépendant entièrement ou un État vivant de la mamelle de la communauté internationale? Qui sommes-nous au juste? C'est à nous-mêmes de pouvoir nous libérer d'abord psychologiquement, mentalement. Par rapport aux États-Unis, je dois vous rappeler que cet État ou ce pays a toujours joué un rôle déterminant, dans un sens comme dans un autre, dans le bien comme dans le mal, dans l'histoire, dans le passé de notre République. Prenons d'abord en 1885, à l'issue de la conférence de Berlin, savez-vous que notre pays actuel avait été donné en propriété à un individu? Mais lorsque vous scrutez l'histoire de ce pays, vous remarquerez que l'appui fondamental dont avait joui le roi des Belges est venu des Américains. Il y a aujourd'hui toute une littérature abondante en la matière. Je viens en 1960. Le pays a conquis son indépendance. Vous connaissez toutes les tractations. Il y a des livres écrits même par des Américains qui étaient en poste au Congo à l'époque sur tout ce qui s'est tramé contre Patrice Emery Lumumba. Nous savons également, avec le soutien de qui le maréchal Mobutu à l'époque était monté au créneau jusqu'à avoir la capacité de mettre à l'écart et le président de la République et le Premier ministre. Nous sommes en septembre 1960. Quelques mois après l'accession de notre pays à l'indépendance. Nous connaissons, dans le contexte de la guerre froide, de quels appuis avait bénéficié le maréchal Mobutu. Nous connaissons également, dans la chute de Mobutu, quel recours à l'histoire, quel a été le rôle, notamment des États-Unis d'Amérique. Nous connaissons, et je peux même vous relater jusqu'à ce moment-ci. Oui. Donc moi je me dis, nous ne régnons pas la capacité ou la force des États-Unis. Nous ne refusons pas les conseils que les Américains pourront nous amener pour que nous soyons aussi un État grand, fort au cœur de l'Afrique. Mais ce qui me vexe personnellement, c'est cette attitude d'arrogance. Un pays démocratique, c'est aussi respecter d'autres peuples. Il faudrait respecter le peuple congolais. Ruth Feingold, c'est bien, il connaît des pratiques même diplomatiques. Comment respecter les institutions d'un pays? Il les connaît. Je crois qu'il ferait œuvre utile de pouvoir les appliquer. L'impression que ça commence à me donner, même dans la sélectivité par rapport aux interventions, ils ont réclamé un budget global. S'il vous plaît, la rationalité exigerait quoi? Si votre ami veut vous assister dans votre malheur, c'est de manière globale aussi. L'aide ou l'assistance que nous attendrions de manière cohérente devrait aussi être globale. Donc en intégrant, madame, vous avez fait une estimation d'environ 1 milliard. Plus d'1 milliard. Bon, je peux vous donner 20 millions sur une enveloppe de 1 milliard, même si nous allons jusqu'à remonter avec nos rapports à 500 millions, c'est déjà pas encore suffisant. Et commencer à créer de passerelles pour dire non, pour nous, tout ce qui importe, c'est d'abord l'élection présidentielle. Je trouve ça un peu suspect. Voilà. C'est comme si on a des gens qu'on voulait encore mettre à la tête de ce pays et que leur objectif, leur acharnement, c'est simplement cela. Ce n'est pas respecter le peuple congolais parce que ce peuple attend les élections locales. Une véritable démocratie incarnée à la base. Voilà. Pour que dans nos quartiers, nous sachions comment l'eau, l'électricité est gérée. Et c'est ça notre problème. Je vous pose une dernière question, monsieur Chérubin. Sans l'appui logistique de la MONUSCO, est-ce que les opérations de traque contre les FDLR peuvent avoir du succès par les FARDC plutôt seul? Mon souhait est que ça soit un succès. Mais la réalité, compte tenu de nos fragilités actuelles, et la MONUSCO le sait, la communauté internationale le sait, c'est pour cela qu'on agite le chantage. Et je trouve ça malheureux. Parce qu'au fait, les hélicoptères de chasse, la MONUSCO en dispose. Il faut que nous arrivions à... Les drones, nous n'en disposons pas encore, mais la MONUSCO en dispose. Dans le cadre de l'information, renseignement et des opérations,
Nous avons besoin de cette logistique. N'est-ce pas un blocage pour nous? Ils veulent nous bloquer justement pour des raisons pertinentes que je venais d'évoquer. Et nous devons, nous, peuple congolais, nous réveiller comme un seul homme, comme nous avons soutenu, nous sommes mobilisés, derrière nos 11 nationales, notre 11 nationale. Et là, qu'on ne voie pas l'opposition, la majorité, non. Et c'est là que j'interpelle la responsabilité de l'opposition. Même lorsque vous aspirez à gérer le pays, vous viendrez gérer un pays qui n'est pas stabilisé. Et ma foi, je ne fais pas la campagne du chef de l'État, mais si Joseph Kabila avait trouvé en 2001 un pays stable, en paix, peut-être que nous serions très loin dans nos efforts de modernisation de cet État. Voilà, merci beaucoup, M. Chérubin Okende, pour votre contribution. Je rappelle que nous avons parlé avec vous donc du calendrier global tel que publié par la CENI et également de la MONUSCO, la prise de position de la MONUSCO par rapport à l'attaque de FDLR qui se fait en ce moment par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit, mais la première partie est arrivée à sa fin quand même. C'est là avec la première partie, Jacques Moulouba, parce que 2 heures de news se poursuit, comme tu l'as dit, avec la grande édition du journal télévisé qui aura lieu tout à l'heure à 19h. Restez branchés, mesdames, messieurs. Sinon, très bon début de week-end chez vous. Alors, il ne reste qu'à vous souhaiter, mesdames et messieurs, un très bon week-end. Vous retrouverez tout à l'heure à 19h, madame Suzy Kibira pour la grande édition d'information. Et quant à nous, nous marquons cette virgule.